Ce matin pour cette conférence sur le ciblage des bons projets pour une conduite du changement efficace. Est-ce que vous m'entendez bien? On va utiliser le chat pour ceux qui connaissent pas, donc ce sera uniquement par écrit pour poser vos questions ou réagir. Alors, est-ce que le chat fonctionne? Moi, je vois pas de message. Philippe, si vous avez des messages, Ah, euh, alors c'est ma fenêtre qui est pas. Ouais. Ah oui, ça y est. OK. Bonjour à vous. Bonjour Bruno. Alors moi, je suis à Paris ce matin. Vous êtes connecté d'où? Paris, province? Bonjour Christine. Bonjour Louis. Bonjour Régine. Paris. Paris également. Bonjour Marc. OK. Eh bien écoutez, on va démarrer. Moi, j'aime bien commencer à l'heure pour respecter ceux qui sont à l'heure. Et puis ça fera venir les suivants. Donc cette conférence entre dans le cadre d'un cycle. Il y a 6 ou 7 conférences, à peu près, tous les mois sur, des sujets assez, variés, en conduite du changement. Alors pour vous donner en toile de fond, alors brièvement, donc moi je suis Philippe Bourgeois et je suis consultant et coach. Je me suis spécialisé dans les transformations il y a maintenant une dizaine d'années et mon métier, c'est de mobiliser, d'accompagner et d'aligner les organisations pour réussir ces changements. Hem, il y a quelques années, j'ai posé une vision. J'ai intégré dans une association qui s'appelle Association for Ethical Transformations parce que, ce que je constatais, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'échecs, dans les projets de changement. Et l'entreprise est un système et quand il s'agit de mettre en place des changements, il suffit pas d'actionner un levier, il y a souvent besoin de plusieurs leviers. Donc on a défini avec une trentaine de consultants et coachs et quelques corporates, finalement qu'est-ce qu'il y avait besoin de respecter, quels étaient les points d'attention, les piliers pour réussir une transfo et donc vous avez là les 5 piliers qui ont été définis. On a notre convention annuelle d'ailleurs la semaine prochaine. Si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un mini-site qui est ethicaltransformations.org. On sera ravis de vous en dire plus et puis peut-être de vous embarquer dans une aventure qui est assez passionnante parce que elle nous dépasse très largement et notre société a bien besoin de remettre du bon sens dans les transformations. Ceci étant dit, pour aborder ce sujet des projets sur lesquels, comment choisir les projets sur lesquels faire de la conduite de changement, je vais démarrer par cette question. Comment aujourd'hui est-ce que vous choisissez les projets sur lesquels vous en faites? Est-ce que c'est des projets très stratégiques? Est-ce que c'est des projets très visibles auprès des clients? Est-ce que aujourd'hui vous en faites pas et vous vous dites ce serait bien qu'on commence à en faire? Comment est-ce que vous choisissez? Je vous laisse répondre sur le chat. Bon, c'est une question qui vous inspire pas. Culture client, attente vis-à-vis des managers. OK. OK, attente vis-à-vis des managers. Les managers sont un pilier pour réussir les changements. OK, et donc s'il y a besoin de s'appuyer sur les managers, vous allez faire de la conduite du changement. Est-ce qu'il y a d'autres critères que vous utilisez les uns ou les autres? Ou est-ce que la conduite du changement est encore pas du tout installée et ça se fait un peu, au cas par cas? J'imagine, le nombre de réponses. Nouveau métier à intégrer.
OK? Quand il y a des nouveaux métiers, effectivement, ça amène une complexité, différente pour laquelle, le change est important. Bonjour Catherine. OK. Alors, ce qu'on va voir ce matin, on va commencer par parler de quelques constats et difficultés, moi que j'observe, hein, quand il s'agit de choisir, les projets sur lesquels faire de la conduite du changement. On parlera d'éléments de structuration, comment s'organiser justement pour gérer ces différents projets. Je vous présenterai une grille de lecture et puis, je vous mettrai un peu, pour moi, quels sont les points de vigilance, quand il s'agit, de choisir les projets et de démarrer le change. Alors, la 1re chose, je voudrais la poser parce que j'ai en fait, très souvent cette question et tous très souvent des difficultés liées à, un manque de prise de conscience de la différence très nette qu'il y a entre, ce qu'est un projet et ce qu'est la conduite du changement. Et c'est très, très important de faire la distinction entre les 2 parce que les intérêts du projet et du change peuvent parfois être opposés et je vous expliquerai, pourquoi. Donc le projet, c'est vraiment la définition de la solution. Comment cette solution doit être définie, comment elle doit être utilisée et puis qui doit l'utiliser. Si on prend l'exemple du CRM, ben, quel CRM on va utiliser, comment il va être paramétré, comment il va se connecter au système actuel, et cetera. Tout ça, c'est la responsabilité projet. La responsabilité change, la conduite du changement, c'est véritablement comment on va permettre aux gens, d'adhérer à ce changement, c'est-à-dire de se dire: «OK, je comprends, je suis d'accord d'y aller» et puis comment on va les accompagner pour que ce changement se mette en place, de manière correcte. Alors, je souligne cette différence parce que dans beaucoup d'organisations, cette casquette est sur la même personne, en fait. Mais ce sont vraiment 2 casquettes différentes et je prends souvent le comparatif du marketing et des ventes. Le marketing et les ventes, c'est évidemment au service, d'un même objectif, mais ce sont 2 angles de vue. Et je voudrais vous donner un exemple de contexte où, moi j'ai pu observer que ça avait été une difficulté, et d'autant plus si c'est la même personne qui gère le projet, le change. Pour le CRM, si le chef de projet connaît bien le CRM, il peut avoir besoin juste de quelques semaines pour paramétrer, son projet, le préparer, et donc s'il prend sa casquette de projet, il va pouvoir dire au CEO ou au DSI: «Ben, voilà, dans 2 mois, on lance le CRM». Le souci que c'est s'il prend sa casquette conduite du changement et qu'il regarde un peu ce qu'il y a eu dans le passé et qu'il se rend compte que, finalement, il y a déjà eu 2 CRM de lancés qui ont été un échec et ben là, il va se dire: «Je vais avoir besoin d'un certain nombre de mois», ça peut être assez long, pour expliquer aux gens pourquoi, bah, c'est la 3e fois qu'on tente de mettre en place un CRM, les faire adhérer, hein, et c'est pas parce qu'ils comprennent, qu'ils vont adhérer et ensuite les former à l'utilisation de ce CRM. Le CRM est vraiment un sujet, c'est comme l'ERP, il y a certaines thématiques comme ça qui ont une complexité en matière de changement qui est importante. Et donc pour cette raison-là, moi je recommande vraiment systématiquement quand on travaille sur un projet de changement, de toujours se dire: «Là, est-ce que je suis en train de travailler sur le projet ou est-ce que je suis en train de travailler sur la conduite du changement?» parce que ce sont 2 angles de vue, différents et quand il y a une problématique qui se pose, la première question à se poser, c'est: est-ce que la difficulté, elle est de l'ordre du projet? Est-ce que la solution a été mal designée, mal connectée? Ou est-ce que c'est un problème d'adhésion, d'embarquement ou d'accompagnement des équipes? Voilà. Alors, les difficultés que vous aurez aussi, et ça, c'est important de le souligner, la première des difficultés que vous rencontrerez en conduite du changement, en fait, c'est de convaincre, de la valeur ajoutée de la conduite du changement. Pour beaucoup d'organisations, la conduite du changement, c'est un peu du nice to have, c'est un peu: «Allez, on fait un peu de com, on fait un peu de formation», mais il n'y a pas véritablement une prise de conscience, une compréhension de la valeur ajoutée, du change et surtout du ROI, du retour sur investissement, du change. Il y a absolument aucune vision partagée sur le sujet. Donc moi, je vois quand même pas mal d'organisations, et puis souvent des exécutifs sur le sujet et il y a vraiment une très grande méconnaissance et donc au démarrage, dans une organisation, il y a vraiment besoin
d'expliquer quelle est cette valeur ajoutée et quel est ce ROI. Et la deuxième difficulté qui va se poser en conduite du changement, et ça aussi je le vis à chaque fois, c'est qu'une fois qu'on a bah, rencontré quelques succès avec les premiers projets qui vont utiliser le change, et ben, tous les chefs de projet se disent: «Ah mais attends, c'est vachement bien, on a gagné du temps, on a respecté les budgets, donc moi aussi je voudrais de la conduite du changement». Et à ce moment-là, dire: «Bah oui, mais sauf que les ressources, elles sont pas infinies». Donc le deuxième problème, ça va être de sélectionner les projets et savoir dire non. Voilà. Et donc, bah, c'est là où justement le choix des projets, va être important parce que, les ressources change sont souvent limitées, voire très limitées. Et donc, bah, c'est comment est-ce qu'on va arbitrer sur là où on met des ressources change et puis est-ce qu'on met des ressources change qui sont internes, qui sont externes? Ce sont des questions extrêmement importantes, et puis qui vont pas mal varier selon la maturité de l'organisation. Alors, un élément qui est important, c'est d'identifier un petit peu quels sont les critères, qui vont permettre de sélectionner les projets sur lesquels on va faire de la conduite du changement. On pourrait se dire, bah, finalement, c'est le budget du projet. Dire, bah, voilà, on a là, en ce moment, j'ai un pétrolier, il y a un budget de 2,5 millions pour la mise en place d'un SIRH, sur 14 pays. On se dit, bah oui, donc, un budget comme celui-là, il faut le sécuriser parce qu'avoir un échec sur un projet à 2,5 millions, ça fait un petit peu mal. Mais ça ne va pas nécessairement être le premier critère, on va le voir un peu plus loin. Vous avez un deuxième critère qui peut être le niveau d'impact. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un projet de changement qui impacte tout le monde, mais qui a un faible impact. Bon, et donc ce niveau d'impact, on va l'évaluer. Si vous avez une petite population, mais qui est très fortement impactée, on peut considérer à ce moment-là, même si le budget est faible, voire très faible, vous pouvez avoir un changement d'organisation, par exemple. Un changement d'organisation ne nécessite pas de budget spécifique, à moins qu'il y ait, dans le changement d'organisation, il y a également des départs ou un PSE à organiser. Mais donc le niveau d'impact peut être très important avec un budget très faible. Vous avez également l'impact client. Donc vous avez des projets, un certain nombre de projets qui impactent les clients. Donc on peut considérer que si les clients sont impactés, eh ben, en termes d'image, on va faire du change pour que cet impact client soit géré au mieux. Vous avez, moi, une question que j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup, c'est même systématiquement, le risque si le projet ne réussit pas. Et ben, si vous prenez, par exemple, un sujet réglementaire, et ben, là, la question est intéressante. On est sur un sujet réglementaire, donc on n'a pas le droit d'être en échec sur ce projet. Ça peut être aussi, il peut y avoir des dépendances sur les projets, c'est-à-dire que le projet que l'on mène a une dépendance en aval ou en amont, c'est-à-dire que si ce projet est en échec, il y a tel, tel et tel projet qui ne vont pas pouvoir se dérouler parce qu'il y a des dépendances souvent entre les projets. Donc le risque si le projet ne réussit pas. Puisque donc à nouveau là donc ce risque, il est lié, à la teneur du projet et donc c'est au-delà du budget projet. Si je prends un ERP par exemple, ça j'ai eu cet exemple, j'avais accompagné une société industrielle qui faisait à peu près 100 millions d'euros et il avait un de ses concurrents qui avait été en échec sur un ERP et ça lui avait coûté, énormément d'argent et le président m'avait dit: «Il faut absolument que je sécurise cet ERP parce que je veux pas qu'il se passe chez moi ce qui s'est passé chez mon concurrent». Donc c'est à la fois le budget du projet, mais surtout le risque si le projet ne réussit pas. Un autre critère, qui est la visibilité client et donc c'est différent de l'impact client parce qu'un client peut ne pas être impacté par le projet lui-même, mais en tout cas, voir les conséquences d'un échec projet. Et puis il y a la visibilité au sein de l'entreprise. Vous avez parfois des petits projets, mais qui ont une très, très grande visibilité au sein de l'entreprise. Et donc ça peut être, justement important de réussir, hem,
en utilisant la conduite du changement pour nourrir la culture de l'entreprise positivement. Donc on voit que vraiment des critères qui sont bien différents et il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle fixe en fait, parce que ça va beaucoup dépendre de là où en est l'entreprise, sur la conduite du changement et vous voyez, quand une entreprise vraiment démarre le change, j'ai un principe, important, c'est la stratégie des petits pas. Et donc, il peut y avoir un discernement sur, justement, est-ce qu'on prend un gros projet stratégique, ou alors est-ce qu'on prend, un ou plusieurs, plus petits projets qui vont amener une visibilité importante, au sein de l'entreprise. Et donc ça, c'est un arbitrage, hein, je ne peux pas dire, c'est mieux, c'est moins bien. Ça va dépendre aussi de la culture de l'entreprise. Il y a des cultures d'entreprise qui sont agiles, d'autres qui le sont beaucoup moins. Alors, là, je vous propose en fait une grille de lecture qui peut être évidemment faite sur mesure pour votre organisation. On a d'un côté les niveaux d'impact, donc en fonction du projet, faible, moyen ou élevé, cet impact. Et puis le niveau de complexité. Et donc, on distingue trois niveaux dans ce Change Management Office, parce que c'est quelque chose que j'avais fait pour une grande organisation qui avait besoin de segmenter et de définir en fait son offre change. Et donc, on avait défini ces trois niveaux et on s'était dit, bah, tiens, on va avoir une offre différente ou des prestations de services de change qui vont être au regard de ces trois niveaux. Et donc, sur le niveau 1, on définissait que c'était le chef de projet qui gérait la conduite du changement. Et puis, le CMO, donc le Change Management Office, l'équivalent du PMO, mais pour le change, qui fournit juste le cadre méthodologique et les outils, évidemment avec un peu de formation du chef de projet. Sur le niveau 2, c'était le chef de projet qui gère la conduite du changement et le CMO fournit le cadre méthodologique, les outils et un accompagnement. Et donc, selon la taille des projets, c'était soit un point hebdomadaire, soit un point mensuel, mais on accompagnait à distance le chef de projet. Et puis sur des niveaux 3, là où on avait vraiment des impacts importants et puis une complexité également importante, là pour le coup, on détachait une ressource qui était soit interne, soit externe, pour gérer le plan de conduite du changement. Donc ça, c'est un exemple, c'est un choix qui peut être fait différemment. Moi, j'ai souvent tendance à conseiller, à regarder en fait le portefeuille projet quand on démarre et dire, bah, voilà, dans ce portefeuille projet, où sont les risques les plus importants, au regard également de la complexité et puis de faire un arbitrage, en fonction de cette analyse. Alors, les points de vigilance, j'ai essayé de me poser la question, mais finalement, à quoi est-ce qu'il faut vraiment faire attention? Donc en lien avec ce que j'évoquais, là, il y a quelques minutes, quel est le risque aussi de ne pas faire? Quel risque de ne pas faire? Eh ben, alors, si c'est un risque réglementaire, si c'est un sujet réglementaire, le risque de ne pas faire, ben là, la réponse est assez évidente. Mais sur certains projets, ça peut être prendre beaucoup de retard, par rapport aux concurrents. Moi, c'est une question que j'utilise de manière systématique, qui fait partie, du cadrage projet. Quel est le risque direct et indirect, et le risque quantitatif et qualitatif, parce qu'il peut y avoir aussi un risque qualitatif, sur les collaborateurs, sur les clients. Un deuxième sujet, et je l'ai évoqué brièvement, c'est la stratégie des petits pas. Il vaut mieux avoir une ambition qui soit mesurée, surtout quand on parle de change. C'est un métier, qui est pas simple en fait, parce que, la matière humaine présente beaucoup de subjectivité, et donc c'est un sujet sur lequel il faut à la fois de la méthodo et puis de la posture et donc c'est assez compliqué. Et vouloir, avoir une ambition trop importante en démarrant en change, le risque, c'est qu'il y ait un, voire plusieurs échecs
et que pour le coup, à ce moment-là, il y a un refus de l'organisation, de la thématique du change et le souci d'un échec sur un projet, puisque là, ce serait un projet d'installer le change, par exemple, trop vite, bah, c'est d'avoir un historique négatif. Et quand on a un historique négatif sur un projet, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile de le remettre au milieu de la table. Évaluer les ressources et leur niveau de compétence, ça c'est une problématique que j'ai extrêmement souvent. Et c'est une problématique parce qu'en fait, elle est de 2 ordres. Il y a le nombre de ressources, donc il y a souvent un déficit en termes de nombre de ressources, mais il y a aussi, et c'est encore plus souvent le cas, une difficulté sur le niveau de compétence. Et alors là, je parle, on est sur la conduite du changement, mais c'est également très souvent le cas sur la partie projet. J'ai travaillé sur un plan de transformation pour 2500 personnes il y a pas très longtemps. Et quand j'ai été regarder les standards projets, eh ben, il n'y avait pas de standard projet sur un périmètre de 2500 personnes. Donc, une des premières choses que j'ai faites, c'était organiser un workshop pour définir un standard maison. Parce que quand on est dans une organisation d'une certaine taille, il y a absolument besoin de standardiser. C'est le seul moyen de capitaliser sur des expériences et puis de gagner du temps et d'avoir un langage commun. Donc, le point de vigilance, c'est vraiment de quelles ressources je dispose en termes d'un point de vue quantitatif et puis surtout, quels sont leurs niveaux de compétences. Si vous confiez à un chef de projet junior la mise en place d'un ERP, vous risquez d'avoir de très, 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 très grandes difficultés. Donc, c'est important d'évaluer ce risque dès le démarrage, quand vous choisissez ou vous devez choisir sur quel projet vous allez faire du change. Eh ben, posez-vous cette question. Ça pourra aussi vous aider à définir si c'est internalisé ou externalisé. Et ben, ça tombe bien, voilà le prochain sujet. Alors moi, pour le coup, je ne vais pas prêcher complètement pour ma paroisse parce que moi, j'ai tendance à… Moi, je pense que c'est vraiment important de privilégier l'internalisation ou alors une approche mixte interne-externe. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que le, pour, pour un change efficace, en fait, on ne peut pas arriver juste avec de la méthode en se disant voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a la prise en compte de la culture de l'entreprise, la prise en compte des personnes, des exécutifs, des influenceurs, elle est fondamentale. Donc un change externe, en fait, ne peut pas bien faire son boulot s'il n'a pas un appui significatif en interne. Voilà, un change externe, il va vraiment, vraiment rien faire seul. Donc c'est important d'avoir soit un change, soit des appuis en interne qui vont l'aider à bâtir faire l'analyse et puis à bâtir le plan de conduite du changement. Donc moi, ma reco, c'est au fur et à mesure d'internaliser cette compétence et ben en formant aux rôles clés. Et les rôles clés, on a le premier, les sponsors, les exécutifs qui vont porter les changements. C'est la première cause d'échec des projets, le déficit de sponsorship. Ensuite, il y a évidemment les change managers, ceux qui vont bâtir et mettre en place le plan de conduite du changement. Il y a les managers qu'on a évoqués brièvement. Les managers sont absolument fondamentaux pour réussir le changement. Et puis les chefs de projet qui aient conscience qu'il y a besoin d'intégrer toute cette approche conduite du changement dans dans leur plan projet. Et puis, voilà, ce dernier sujet qui est standardiser, standardiser, standardiser. Je l'ai mis 3 fois parce que il y a, dans la majorité des organisations, il y a un portefeuille de projets qui est relativement important. Je vais voir 20, 30, 50, 100 projets. Et le souci, c'est qu'en passant son temps à courir de projet en projet, en étant que opérationnel, eh ben, on finit par avoir des pratiques qui sont très différentes d'un service à l'autre, d'une personne à l'autre. Et ces différences de fonctionnement amènent une énorme perte d'énergie. Donc, moi, c'est un point d'attention que j'ai systématiquement, c'est dans quelle mesure on arrive à standardiser et surtout dans quelle mesure on arrive à fonctionner suffisamment en amélioration continue, de manière à ce que ces standards, ils évoluent, parce qu'un standard qui n'évolue pas, eh ben, c'est un mauvais standard. C'est important de pouvoir faire
des REX sur les différents projets pour se dire qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, et puis mettre à jour ces standards. Et une fois que ces standards sont mis à jour, de pouvoir les communiquer et donc accompagner aussi les personnes pour qu'ils comprennent, qu'ils adhèrent, parce que ça aussi, c'est de la conduite du changement, de faire évoluer les standards. Il ne suffit pas de dire ça y est, c'est fait. J'ai eu cet exemple-là encore il n'y a pas très longtemps. On avait construit une charte avec une fédération sportive. Et puis le président de la fédération dit c'est bon, vous pouvez envoyer. Donc c'est parti. Et j'ai dit mais oui, mais si on n'explique pas pourquoi on a fait ça, comment il fallait l'utiliser, et que voilà, s'il n'y a pas d'accompagnement, il se passera rien. Donc c'est bien d'avoir des chartes, c'est bien d'avoir des standards, mais il faut pouvoir les expliquer et puis faire en sorte que ces standards soient derrière utilisés. Voilà. La conclusion, en fait, c'est que il n'y a pas de règle. Ça va vraiment dépendre à la fois de la maturité de l'organisation sur la conduite du changement. Ça va beaucoup dépendre aussi de la culture de l'entreprise, de son fonctionnement, de la culture managériale, la culture de leadership. Donc, moi, ma reco, c'est au fur et à mesure, en fait, comme je l'évoquais, de développer la maturité de l'organisation en professionnalisant les rôles clés. Et c'est une étape qui sera obligatoire. Moi, je vois que les sponsors, donc première cause d'échec des projets, c'est le déficit de sponsorship. Si les collaborateurs n'entendent pas un exécutif dire ce projet est important, si ce sponsor ne le répète pas régulièrement, le projet est en risque. Moi, c'est la première question que je pose. Qui est le sponsor? Et puis de regarder un petit peu comment il joue ce rôle. Le change manager, évidemment, qui va analyser l'impact du projet sur les équipes et bâtir le plan de conduite du changement, les managers et puis les chefs de projet. Et l'avantage, c'est que quand on commence à former ces différentes populations au change et à leur rôle dans le change, et à ce moment-là, on commence à installer le change, on installe le change dans l'ADN de l'organisation. Et moi, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé avec le marketing il y a 40 ans, quand le marketing s'est développé dans les organisations. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui ne fait pas du marketing. Et peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, on a beaucoup de retard en France, énormément de retard par rapport aux anglo-saxons. Dans 10 ans, ce sera vraiment un métier à part entière et il y aura du change dans toutes les organisations parce que c'est quand même un moyen de faire avancer les projets plus vite et puis surtout avoir des résultats qui sont bien supérieurs à des contextes où on n'utilise pas le change. Voilà. Alors, si vous souhaitez avancer justement sur le métier de change manager, on a donc une certification. La prochaine session est le 24-25 septembre. Vous avez une vidéo de présentation sur le site Olsen. Et puis, si vous voulez avoir plus de détails sur cette certification, vous pouvez prendre rendez-vous dans mon agenda. Ou si vous voulez échanger sur votre contexte spécifique, puisque comme on le disait, le change est très contextuel. C'est ici et maintenant qui est là et comment ça se passe, quels sont les éléments à prendre en compte. Donc, je peux vous donner quelques conseils en fonction de votre contexte. Et notre prochaine conférence, ce sera sur les 5 étapes pour réussir un projet de changement. Voilà, moi, je suis un côté plutôt assez pragmatique, très concret. Et donc, je vous expliquerai un petit peu comment faire fonctionner le projet et la conduite du changement et quelles sont les étapes clés à suivre pour arriver à réussir vos projets de changement. Ce sera le 3 septembre à 9 h. Alors, je regarde dans le chat s'il y a des questions spécifiques par rapport à ce qu'on vient de voir. Je n'en vois pas. Donc, écoutez, moi, je vais vous souhaiter d'excellentes vacances, soit maintenant, soit pour les Haussiens d'ici un mois.
Et puis je serai ravi de vous retrouver, soit en one to one sur une vidéo, soit sur une prochaine conférence. Belle journée à tous et à très bientôt.